Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ancienne ministre de la Santé. Évidemment, avec vous, on va parler de ce nouveau virus qui nous inquiète, de ce protocole qui a été mis en place et qui a d'ailleurs été durci ce soir par le gouvernement. Était-ce la bonne chose à faire? Vous allez nous donner votre avis et votre expertise dans un instant. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver, comme tous les soirs, la séquence vrai-faux de France Info, représentée ce soir brillamment par Léa Soulevitz. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Depuis quelques jours, vous avez constaté justement un retour des théories complotistes sur l'antavirus, et ça vous a rappelé évidemment des propos qui circulaient déjà à l'époque du Covid-19. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu pas mal de recyclage des grandes théories de l'époque du Covid-19. Par exemple, si on prend le bouc émissaire favori de la sphère complotiste, c'est Bill Gates. Et pour cet internaute, Bill Gates, il savait déjà en 2021, alors que le corona n'était même pas encore épuisé, que Anta suivrait. Et la preuve qu'il avance, c'est donc cet article. La prochaine pandémie, le hantavirus, ça vient de la Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Et donc, c'est effectivement une organisation financée principalement par la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc, ce serait une preuve que le milliardaire, il savait que l'hantavirus allait devenir une pandémie, voire qu'il serait même à la manœuvre derrière. Bon, sauf que ce virus, il n'est pas nouveau, on le connaît depuis les années 70. Et cette organisation, elle travaille sur plein de scénarios différents, en fait, de pandémie. L'article, il est dans la catégorie prochaine pandémie, où on retrouve, vous voyez, l'hantavirus, mais on retrouve aussi Ebola, on retrouve la fièvre jaune, ou même le chikungunya. Donc, non, Bill Gates, il n'a pas prédit la pandémie, pas plus qu'en 2020, où déjà on l'accusait de la même chose. Par exemple, sur le site conspirationniste Wikistrike, qui l'accusait d'avoir prédit donc le coronavirus, et déjà à l'époque, ça avait été débunké. Et puis il y a une autre théorie qui revient, Léa, c'est celle de l'enrichissement de Big Pharma. Oui, là aussi, il y a eu du recyclage. Cet internaute, par exemple, dit que Moderna travaille à un vaccin à l'hantavirus depuis 2024. Gardez un œil sur le prix de leurs actions. Et ici, une autre internaute affirme « Big Pharma est déjà sur le coup, une épidémie simulée, c'est toujours bon pour se faire du pognon ». Alors, ces propos, ils partent d'un fait qui est réel. Moderna travaille depuis plusieurs années sur un vaccin contre l'hantavirus, comme sur d'autres vaccins. Et c'est vrai que c'est un secteur lucratif pour l'industrie pharmaceutique. Maintenant, là où ça bascule dans le complotisme, c'est quand ça suggère que la situation actuelle, elle est orchestrée par l'industrie pharmaceutique avec l'État et les médias pour s'enrichir. Il se trouve que cette théorie, on la retrouve mot pour mot quasiment au moment du Covid-19 dans la bouche de Christian Perron. C'était un médecin démis de ses fonctions en 2020, justement parce qu'il répandait de la fausse information. Écoutez. D'abord, ce n'est pas un vaccin, c'est un produit expérimental génique. Il y avait une coordination mondiale qui était totalement organisée par des cabinets privés qui ont gagné énormément d'argent. Et puis il y en a aussi, pour terminer, Léa, qui trouvent même des messages cachés dans le nom de ce virus, hantavirus. Oui, alors là, c'est un internaute qui est parti assez loin. Attention, il faut suivre. Donc lui, il affirme en argot hébreu israélien moderne, hanta signifie une arnaque, un mensonge, une absurdité ou quelque chose de faux. C'est l'équivalent de pipeau, bullshit ou scam. Donc hantavirus égale faux virus. Donc c'est un petit peu technique. Bien tenté, mais non, hantavirus, ça vient pas de l'hébreu, ça vient en fait de la rivière Antan en Corée du Sud, exactement là où le virus a été identifié donc pour la première fois dans les années 70. Mais on comprend bien qu'ici, le débat, il n'est pas vraiment sur l'étymologie, c'est plutôt le fait de suggérer qu'Israël ou les Juifs seraient à l'origine de la pandémie. Et là, c'est pas non plus une nouveauté par rapport à ce qui se disait au moment du Covid-19. RFK Jr., l'actuel ministre de la Santé des États-Unis, à l'époque, il avait lui aussi fait des sous-entendus assez similaires. Écoutez. Le Covid-19, il y a un argument pour dire qu'il est ethniquement ciblé. Le Covid vise à attaquer les Caucasiens et les Noirs. Les personnes les plus immunisées sont les Juifs ashkénazes et les Chinois. Voilà, donc vous voyez tout un tas de théories du complot qui circulent au sujet de l'hantavirus. En fait, on les a déjà entendues au moment du Covid-19. Donc en somme, on prend les mêmes et on recommence. Et sauf que depuis, il y en a un qui est devenu ministre de la Santé aux États-Unis. Et ça nous inquiète évidemment. Merci beaucoup Léa Soulevitz. Je rappelle le rendez-vous avec toute l'équipe de France Info. L'émission, c'est le samedi à midi. À midi et la rediffusion le dimanche soir à 20h. Qu'est-ce que ça vous inspire, Roselyne Bachelot, ce grand retour des théories complotistes? J'ai l'impression de revivre évidemment les deux
pandémies que j'ai eu à gérer de façon directe ou indirecte. La grippe H1N1 en 2009, comme ministre de la Santé, et puis bien sûr, de façon indirecte, mais en assurant la gestion des lieux de culture comme ministre de la Culture de 2020 à 2022. Alors, sur le plan sanitaire, moi, je défends une chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule stratégie face à la pandémie, c'est la stratégie maximale de protection. On ne joue pas à la roulette russe avec la santé des Français. Et tous ceux qui vous disent qu'on pourrait amoindrir les mesures de protection, comme le fait actuellement l'administration américaine, j'étais tout à fait stupéfaite de voir que les cas américains qui rentraient sur le territoire américain dans le Nebraska avaient des mesures tout à fait légères de protection. On sait aussi que une personne contaminée peut être asymptomatique pendant un certain temps et déclencher les symptômes, c'est-à-dire la période où on est le plus contaminant avec un certain délai. Donc mais nous aussi, on a mis un peu de temps quand même peut-être à prendre la mesure, puisque les cas contacts français, les 22 cas contacts français, en fait, dans un premier temps, étaient invités à se confiner à domicile. Donc on a misé sur la confiance. On apprend ce soir. Ils sont arrivés quand, les cas contacts ? Oui, ils sont arrivés hier. Voilà, c'est ça. Bon, suivre du retard, faut quand même pas exagérer. Non, mais je veux dire, ce matin... Ne participez pas déjà à cette théorie un peu complotiste. J'espère que je participe pas aux théories complotistes, mais par contre, je vous interroge sur le fait que c'est ce soir que le Premier ministre annonce que les cas contacts vont être placés en surveillance renforcée, en quarantaine renforcée à l'hôpital. Et ce n'était pas le discours du gouvernement hier soir et encore ce matin. Il y a une évolution. Le gouvernement a certainement pris un certain nombre de renseignements et finalement la décision, elle est tout à fait dans les temps. Parce que je sais très bien que la deuxième bataille que va avoir à mener le gouvernement après la bataille sanitaire, c'est la bataille de la communication. Alors on va voir se déployer. D'abord, les gens qui vont dire « le gouvernement fait trop, il affole les populations pour ne pas parler du chômage. » Deuxièmement, le gouvernement n'en fait pas assez. D'ailleurs, les mêmes, en une semaine, peuvent passer du gouvernement n'en fait pas assez au gouvernement en fait trop. Et puis, bien sûr, ce que j'ai vécu dans les deux pandémies que j'ai eu à gérer directement ou indirectement, le fait de pour parler comme le président de la République, de tous les maboules qui sont là et qui véritablement, on en a eu un bon exemple avec le hantavirus, les théories du complot de l'industrie pharmaceutique, tout ça, le gouvernement va avoir à gérer cette politique de la communication, amplifiée bien entendu par les réseaux sociaux et la diffusion des fausses informations. Et puis bien sûr, l'instrumentalisation politique qui ne manquera pas de surgir inévitablement. Et on va voir défiler sur les tableaux... sur les plateaux, sur les tableaux aussi, sur les plateaux, tous ceux que j'ai vus, j'ai l'impression qu'ils se méfient quand même un peu. Que l'expertise est plus prudente qu'elle ne le fut au moment du Covid, non ? Oh oui, enfin j'ai quand même vu arriver sur certains plateaux que par pure charité chrétienne, je ne citerai pas, un certain nombre de Vous avez un coup de déjà-vu ? Oui, c'est ça, de tautologues que j'ai eu à affronter, et pour parler... avec un peu de sophistication d'ultra-crépidarianiste. Voilà. Et là, simplement, qu'est-ce que vous vous en avez vécu deux, vous avez dit de façon directe. La première est de façon un peu plus indirecte. La deuxième, la transparence totale, c'est bien, au risque de paniquer. Il faut en parler, mais si on en parle trop, si on en parle trop, si on communique trop, on va avoir l'impression que c'est une vague nationale, une pandémie. Comment rappeler aux gens que les cas contacts, pour l'instant, il y en a une vingtaine et que c'est pas non plus... Comment vous... Il faut occuper l'espace médiatique. Car si vous ne l'occupez pas, si le politique et les experts sanitaires, parce que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est un expert sanitaire d'épidémiologie, de virologie et de maladies infectieuses. Bien. Si vous ne laissez pas à la fois les sanitaires vraiment les expérimentés, spécialistes de ces questions, et le politique qui, lui, a géré la crise sur le plan logistique, d'autres l'occuperont. Donc il faut occuper l'espace médiatique. Il faut le faire avec parcimonie quand même, tout en l'occupant. C'est-à-dire que, est-ce que,
nous, on se souvient tous des points réguliers tous les jours de M. Salomon. Et parfois, M. Véran, tous les jours pendant le Covid, quasiment, ou tous les 2 jours. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a participé à un phénomène d'amplification de l'inquiétude? C'est juste... D'abord, il faut accepter qu'une pandémie, ça bouge. Elle a une dynamique propre, la pandémie. Donc, on ne peut pas avoir une communication qui soit des rendez-vous hebdomadaires. Il y a des choses qui arrivent. Il y a aussi un aspect international qui est à gérer. Il y a aussi une organisation sanitaire. Moi, je suis pour la communication journalière en pandémie. Journalière pour informer d'ailleurs les journalistes qui sont là en conférence de presse, qui ne sont pas des spécialistes de l'épidémie, donc ils ont besoin d'avoir du matériau. Et franchement, non, il faut faire une communication journalière. D'ailleurs, c'est ce que j'ai cru comprendre qui allait se passer. Oui, puisqu'on a appris ce soir. Donc, il y avait 2 réunions ce soir et il y aura 2 réunions quotidiennes désormais autour de Sébastien Lecornu qui va piloter, puisqu'on compare beaucoup évidemment les débuts de peut-être, on ne le souhaite pas évidemment, on pourrait devenir une pandémie à celle du Covid. Il y avait eu ce fameux conseil scientifique à l'époque qui conseillait Emmanuel Macron dans la prise de décision. Est-ce que, selon vous, c'est un exemple à reproduire ? J'en reste aux généralités. Vous savez, dans cette affaire, dans une pandémie, il y a des spécialistes, il y a des organisateurs de santé publique. Moi, je ne suis plus aux affaires. Je ne vais pas me risquer à avoir des avis alors que je n'ai pas toutes les cartes en main pour en juger. Il y a suffisamment de gens qui parlent sans connaître, sans participer à ce bal des cons. Ça va bien. Vous parlez de pandémie. On n'est pas aujourd'hui au stade de pandémie. Comment vous la qualifieriez, la situation d'aujourd'hui ? C'est une maladie infectieuse avec un taux de mortalité pour les personnes contaminées extrêmement important. C'est, semble-t-il, nous disent les spécialistes, un virus peu contaminant, moins contaminant que certains virus d'infection respiratoire comme ceux qu'on a connus pour la Covid-19. Disons, c'est une infection à prendre très au sérieux pour justement qu'elle ne devienne pas une pandémie. Il y avait eu une polémique au moment, enfin il y en a toujours, au moment du Covid et avant aussi sur les masques, en disant à un moment donné vous en avez commandé trop et après nous on n'en avait plus, vous étiez trop vieux. Est-ce que vous considérez que dans un pays avec un déficit public très important, le quoi qu'il en coûte en termes de matériel et d'approvisionnement doit s'appliquer en clair? Est-ce qu'on doit être préventivement, puisque c'est une maladie qui peut se passer par un aérosol, par des projections. Est-ce que vous considérez qu'on devrait dès maintenant commander des choses, quitte à ce que ça nous coûte cher et qu'on ne les serve pas? Alors là, il y a aussi une question de logistique. On a 1 milliard de masques, et on en a effectivement 700 millions qui pourraient venir à péremption, bien qu'on sait très bien que... Même périmé, c'est pas si mal. Même périmé, c'est pas si mal et ça. Je sais pas, peut-être que les médecins pensent pas ça. Moi, je l'ai entendu. C'est mieux que rien. Voilà, là, il y a une question de logistique sur lequel je peux pas vous répondre. Non, mais est-ce que vous considérez de toute façon, que sur la question, faut pas le quoi qu'il en coûte doit s'appliquer à la santé publique et aux risques pandémiques, évidemment. Je retente ma chance avec l'annonce de la soirée. Sébastien Lecornu qui annonce donc que les cas contacts français, les 22 Français officiellement qui sont cas contacts, devront être placés en quarantaine hospitalière obligatoire. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans notre histoire? Oui, bien sûr. Qu'on puisse isoler des personnes qui risquent d'infecter d'ailleurs. Parce que être chez soi, on est en famille, on a des enfants, des parents, des personnes qui viennent à votre domicile. S'isoler à domicile, c'est extrêmement compliqué. Donc on est dans des chambres à pression négative, on est véritablement protégé. Non, bien sûr, il prend les bonnes décisions. Il y a une dimension contraignante. Et oui. Mais dans une infection qui a un taux de mortalité à 40%,
Vous croyez pas qu'il faut être dans la contrainte? Moi, j'ai été atteinte par le Covid-19. Je peux vous dire qu'heureusement que... Vous avez eu une forme grave. Bien sûr que j'ai été en contrainte. Hein. C'est ce qui m'a sauvée. Mais je vous pose la question, Roselyne Bachelot. Vous avez été ministre de la Santé, vous êtes une femme politique aguerrie. Et je suis même docteur en pharmacie. Vous êtes même docteur en pharmacie. On a du mal à imaginer, je ne sais pas s'il pourrait y avoir des récalcitrants, des gens qui refusent cette quarantaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller les chercher, qu'on va les emmener de force à l'hôpital? Écoutez, des gens qui, contaminés ou cas contact, qui refuseraient cette protection, mettant en danger les personnes de leur entourage d'abord, les gens qu'ils aiment. Comment peut-on accepter de mettre en danger ses parents âgés, ses enfants, son conjoint ça me paraît tout à fait impossible. Le gouvernement jugera, et les autorités sanitaires, appuyées par les autorités sanitaires, jugeront au vu des connaissances qui vont évoluer, je dirais, heure par heure, car les équipes scientifiques se déploient en ce moment sur ce hantavirus. On prend les bonnes décisions. Ce qui peut interroger dans cette affaire, c'est qu'on nous a dit au début, je me souviens dès la semaine dernière sur ce plateau, c'est pas la même chose que le Covid parce que ce virus, on le connaît. Et en même temps, on se rend compte qu'on a toujours beaucoup de questionnements sur la manière dont il se transmet. Est-ce qu'on est contaminant ou pas avant de développer des symptômes, etc. Comment vous expliquez à nous... voilà, J'ai un ami infectiologue qui disait « les virus sont facétieux ». Il mute sans arrêt. Un virus, ça vit sa propre vie, ça mute, ça change. Un virus très, très dangereux peut devenir bénin. On l'a vu avec le virus H1N1. Et puis, au contraire, il peut muter, devenir plus grave, plus virulent. Donc, c'est pour ça que l'information doit être constante et l'étude doit être constante. Les virus sont facétieux. On peut passer à la politique qui est facétieuse également, même si ça... Oui. Excusez, c'est une transition d'une pauvreté insigne. Non, je n'ai pas mais trouvé non. autre chose. Comment on vous avait reçu il y a quelques semaines avec Sonia. Vous étiez non pas désespérée, mais un peu perplexe, voire quand même un petit peu inquiète sur la situation. Est-ce que vous trouvez que les choses se clarifient? La une du Monde ce soir indique que autant à droite qu'à gauche, tout ça est relativement confus. Est-ce que, par exemple, vous trouvez qu'Édouard Philippe, qui avance à petits pas, hein, enfin à pas compter, vers une déclaration, est-ce que vous avez l'impression que les choses s'améliorent? C'est-à-dire, parce qu'on a quand même à 1 an, quoi, de l'élection. Disons qu'on est dans le bal des prétendants. Oui. Et les gens rentrent sur la piste. On a un sentiment de confusion parce qu'on est dans une démocratie évoluée et qu'il y ait une trentaine, je crois qu'on en est à 29 maintenant. Il y en a beaucoup. Oui, 29 candidats qui sont rentrés sur la piste de danse. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Parce que si c'est comme dans On achève bien les chevaux, ils dansent et puis ils tombent, et puis à la fin, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. En particulier, il va falloir trouver, pour rester candidat, il va falloir trouver les 500 parrainages ou 500 présentations. Et avoir de l'argent accessoirement. Parce que c'est quand même la question. Et on voit bien d'ailleurs que sur les 42 000 personnes qui sont susceptibles de présenter un candidat, puisque c'est le terme qui convient, on était à peu près au tiers qui se sont prononcés aux dernières élections présidentielles, et que de plus en plus de maires qui constituent le gros bataillon de ces parrains se refusent. Il paraît qu'il y aurait une désaffection pour trouver des parrains. Donc il va falloir trouver 500 parrainages, en plus dans 30 départements différents. Bon. Et en aucun cas, on ne doit dépasser 50 parrainages par département. Donc, on voit la maquette qu'il faut trouver. Ça va en éliminer déjà la moitié de ces personnes. Ensuite, vous avez raison, Nathalie Saint-Cric, le fait de trouver de l'argent, parce qu'une campagne électorale, ça coûte de l'argent, même si c'est plafonné, heureusement. Et il faut trouver, puisque
partie des dépenses est remboursée, des banquiers qui acceptent de vous prêter de l'argent. Donc, là encore, on l'a vu avec le Rassemblement national qui a eu bien du mal, a été obligé de se tourner ça normal, vers des d'ailleurs, banquiers mais trouvez ça peu normal, recommandables. François Bayrou, quand il avait soutenu Macron notamment, avait mis aussi dans son programme l'idée d'une banque de la démocratie. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut que quelqu'un se présente, il faut qu'il y ait de l'argent et qu'on ne le soupçonne pas d'aller chercher de l'argent en Russie, en Hongrie. En Hongrie plus maintenant, mais probablement ailleurs. Est-ce que vous trouvez... Alors, si c'est pas... Je vous demande pas 3 heures, c'est simplement, est-ce que vous trouvez ça logique qu'un parti qui arrive en tête dans les sondages soit obligé d'aller tirer les sonnettes partout pour trouver le moyen Oui, mais une banque de la démocratie, c'est-à-dire que la personne va faire un prêt, il va falloir qu'il le rembourse. S'il n'arrive pas à atteindre cette affaire, sur quels critères va-t-on faire ce prêt avec cette banque de la démocratie? C'est comme, il y a des personnes... Et j'ai participé à ces travaux dans la commission Jospin sur le fait que c'était pas bien d'avoir 500 parrainages. Il fallait peut-être avoir des parrainages citoyens avec 150 000 parrainages citoyens. On fait comment pour vérifier 150 000 parrainages? On imagine quelle administration, quelle structure peut vérifier ces 150 000 identités. Enfin, bon... ce système est peut-être pas parfait, mais enfin, pour l'instant, il est là, et je crois qu'il faut en rester là, et en tout cas, on n'a pas le temps de le manipuler pour l'instant. Hein. Donc, on est dans ce système-là. Il faut les 500 parrainages, il faut trouver de l'argent, et puis surtout, il faut avoir un programme. Vous avez un favori à droite, qui est votre famille politique, Bruno Retailleau, Édouard Philippe, Gabriel Attal. Ah non, moi je suis pas la tour de Picot encore. Non, on n'est pas au Festival de Cannes, là, vous me demandez pas mon favori, là. Mais d'abord, est-ce que vous en avez un? Pour l'instant, non. Ah bah. Je serai de toute façon au milieu de l'échiquier politique. Et vous considérez que ça se jouera au centre-gauche ou au centre-droit? Là, je ne vous demande pas un profil. Mais il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que le pays étant droitisé, la candidature la plus plausible ou la plus compatible avec les Français serait plutôt au centre-droit. En tout cas, je sais que je ne voterai ni pour le Rassemblement national, ni pour la France insoumise. Donc, de toute façon, j'attends du pilier central qui s'organise et qu'il arrive... peut-être avec un certain nombre de candidats au premier tour, et de toute façon, mon candidat sera un candidat du centre-gauche ou du centre-droit. Mais il sera quelqu'un qui émergera dans les sondages et qui aura le droit de... Est-ce que vous pensez que la personne qui gagnera ou qui l'emportera ou que vous présenterez un programme qui lui conviendra, elle existe déjà? Au sens, est-ce qu'elle s'est déjà déclarée? D'autres parlent des candidats de novembre. Il y avait un article ce week-end dans la presse disant il peut y avoir des candidats de novembre, comme Jean Castex, ou des gens qui peuvent apparaître comme ça. Est-ce que vous croyez à cette génération spontanée de gens qui surgissent? En tout cas, il y a un candidat pour lequel qui ne me paraît pas être l'homme ou la femme idéale. C'est un candidat qui surgirait de la société civile, parce que devant l'apparent désordre, notion que je conteste, du paysage politique, des gens se disent on va voir surgir Michel-Édouard Leclerc, telle ou telle personne du monde économique. La politique, c'est un métier, il faut quelqu'un qui sache comment ça marche l'État, qui sache comment ça marche une réunion interministérielle, qui sache comment les forces politiques se constituent, qui connaissent l'histoire du pays, l'histoire politique du pays. Donc, il y a de l'expérience, en fait. Bah oui. Bah, vous allez pas, si vous êtes demain opéré à cœur ouvert, vous allez demander à un étudiant de première année de s'en occuper. Je ne pense pas, ni pour piloter un avion, d'ailleurs. Oui, ni pour piloter un avion. Bah, c'est pareil en politique. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci Nathalie, à demain, 18h sur France Info. Le JT Monde, les informés sur France Info. Tout de suite, excellente soirée.